Bon, ben, je vous propose donc de faire la troisième partie, médicaments, mécanismes d'action. Donc, ce que je vais décrire là, c'est une partie de mécanisme d'action qui s'applique à tous les médicaments. La prochaine fois, on verra des classes thérapeutiques spécifiques, par exemple les antibiotiques, les antihypertenseurs, les hypocholestérolémiants, les antidépresseurs, etc. Donc là, c'est mécanisme d'action qui s'applique à tous les médicaments. Eh bien, le médicament agit de deux façons. Une façon subjective émotionnelle, on en a tous entendu parler, effet placebo, effet nocebo, mais je vais vous en dire quelques mots parce que je pense que vous allez vous apercevoir que l'action est beaucoup plus importante qu'on ne le pense. Et ensuite, objectif, l'action objective, la pharmacologie. Donc, l'action subjective émotionnelle se fait par des modifications de certains médiateurs. Et je vais prendre deux exemples qui vont venir tout à l'heure, qui, je pense, vont vous convaincre qu'il y a une action par les médiateurs. Bien entendu, le rôle de l'environnement cognitif et émotionnel qui vient être supporté, soutenu par ces médiateurs. Et puis, quelques mots sur l'interprétation partielle des résultats que vous allez voir. Émotionnel. Eh bien, je pense qu'on sait absolument tous que quand on a peur, il se passe quelque chose et c'est dû à la sécrétion d'un médiateur, l'adrénaline. Et on l'a tous perçu, transpiration, augmentation de la fréquence cardiaque, tension musculaire, bouche sèche, rougeur du visage, etc. Donc, je pense que c'est une bonne démonstration d'une action sur les médiateurs par un vécu émotionnel. Je vous en propose un deuxième qui est beaucoup plus agréable. Un émotionnel qui est l'amour ou la libido. Et là, c'est un autre médiateur qu'on connaît souvent moins, qui est l'oxyde nitrique, qui entraîne une vasodilatation. Et on connaît tous ces vasodilatations, en particulier au niveau des organes génitaux. Donc, l'environnement va jouer un rôle, un effet soit plaisant ou un effet négatif. Par exemple, à gauche, tout se passe bien avec le médecin, on a confiance, on a l'habitude, on sait que c'est un bon médecin. Eh bien, on est dans une subjectivité qui va augmenter notre aspiration à des bons résultats. Par contre, le médecin, on n'a pas confiance et dans ce cas-là, c'est un effet nocebo. Alors, juste un mot sur quelque chose de particulier qui a lieu en France, c'est qu'on a un environnement nocebo extrêmement puissant. J'ai pris ça sur Internet, des médicaments qui augmentent le cholestérol, guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux, ces médicaments qui favorisent l'Alzheimer, etc. Et on en a tout plein. Donc, il y a un environnement nocebo. L'interprétation partielle des résultats, juste un petit clin d'œil. Donc, no comment, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour voir le fait qu'il y a une interprétation partielle des résultats. Et là, interprétation partielle des résultats, au départ, quand on a commencé à faire les essais comparatifs, on s'est dit, bah oui, mais enfin, attendez, si le critère de jugement, c'est de la biologie, il n'y a aucun problème, là, il ne peut pas y avoir d'interprétation partielle des résultats. Eh bien, on est arrivé à la conclusion que, bien entendu, il y avait aussi une interprétation partielle des résultats. C'est pas possible, son cholestérol ou sa tension artérielle ne peut pas avoir diminué, ou au contraire, devrait avoir diminué. Donc, soit on s'est trompé de prélèvement, soit ça a été mal pris, soit c'est un autre malade, refaites le prélèvement, etc. Donc, au total, même pour des critères extrêmement solides, durs, eh bien, il faut là aussi des études comparatives parce qu'il y a une interprétation partielle en ce sens qu'on remet en question le résultat même de la biologie. Là, je vous présente des résultats qui ont été pris, alors ça ne se fait plus tellement maintenant, mais vers les années 70, 60, 70, quand on a vraiment compris qu'il y avait un effet placebo important, on s'est dit, ben, en fin de compte, plutôt que de faire des essais comparatifs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer quels sont les résultats du placebo et on n'aura qu'à les retrancher du résultat obtenu avec un produit efficace. Donc, vous voyez à gauche, à droite, pardon,
vous voyez donc des résultats qui sont obtenus avec en particulier, par exemple, influence sur la pression sanguine, l'effet placebo extrêmement élevé, sur la douleur extrêmement élevé, mais en même temps très variable. Donc, les deux choses à retenir, d'une part, c'est très variable, l'effet placebo ou l'effet nocebo, bien sûr, en fonction du sujet, en fonction de l'environnement, mais ça peut être en même temps très élevé. Donc voilà pour l'effet émotionnel de nos médicaments qui va bien entendu expliquer l'activité de tout un tas de poules de perlimpinpin. Donc là maintenant on va faire l'action objective de la pharmacologie et on va le faire en 3 points. Tout d'abord pour comprendre la pharmacologie ou même pour avoir une action, il faut comprendre la fonction physiologique et la pathologie. Et je vais vous en donner un exemple qu'on verra de façon plus approfondie quand on va faire les classes thérapeutiques. La deuxième chose, c'est comment atteindre la cible et quelle cible va-t-on prendre. Alors, quelle fonction? Eh bien, une maladie dont on n'entend plus beaucoup parler aujourd'hui, qui était la goutte, qui était ce qu'on disait la maladie des riches, des gros mangeurs, et donc ils avaient des douleurs articulaires. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, en particulier au niveau du gros orteil, et on ne savait pas vraiment à quoi c'était dû. Il y avait tout un tas de traitements qui n'étaient pas très efficaces. Petit à petit, améliorant les connaissances, on découvre que en fait, c'est des dépôts d'acide urique qui entraînent une inflammation, un gonflement et la douleur. On continue nos investigations et ces dépôts d'acide urique, on s'aperçoit qu'en fait, c'est dû au catabolisme des purines. Et les purines, en fait, c'est les acides puriques qui font partie de l'ADN et de l'ARN. Et donc, plus on mange, par exemple, de viande, donc plus on mange de cellules, donc plus on mange de noyaux, donc plus on mange d'ADN et d'ARN, et donc quand on mange tout ça, plus on fait d'acide urique, puisqu'on apprend que les purines, leur catabolisme, c'est l'acide urique. Et l'acide urique est un acide peu soluble, et lorsqu'il est à une concentration élevée dans le sang, il se met à se déposer, et il se dépose là. Et donc, première chose à faire, pour avoir la compréhension d'un médicament, pour avoir un mode d'action, c'est de comprendre la physiologie et la pathologie, ce qui va nous permettre ensuite de voir comment agir. Deuxièmement, comment atteindre la cible? Alors, comment atteindre la cible? Je prends l'exemple qui va être pour un médicament pris par voie digestive. Donc, prenons par exemple un comprimé. Il peut être absorbé donc, au niveau du tube digestif, en particulier au niveau de l'intestin grêle, mais il peut être absorbé aussi au niveau de la bouche ou au niveau du côlon. Au niveau de l'intestin grêle, l'absorption va se faire dans cette partie-là, et l'intestin grêle qui mesure plusieurs mètres de long, à l'intérieur du tuyau qu'il représente, il y a tout un tas d'expansions qu'on appelle les villosités, qui sont recouvertes, ce que vous avez en rose ici, ce sont toutes les cellules, et à l'intérieur, là, avec le bleu, c'est le stroma de cette villosité et les vaisseaux sanguins. Alors, comment va se passer l'absorption? Bon, le produit est avalé, vous vous souvenez, on avait vu qu'il fallait qu'il se dissolve, etc. Et donc, il va se trouver dans la lumière à une concentration élevée. Dans la cellule, la concentration, au départ, elle est nulle. Et donc, il va falloir que le médicament traverse la membrane cellulaire, là, c'est la partie un peu plus foncée, et augmente la quantité, la concentration dans la cellule. Comme la concentration est beaucoup plus élevée dans la lumière, donc il y a un gradient de concentration et petit à petit, ça augmente dans la cellule. Ensuite, pareillement, il y en a dans la cellule, mais il n'y en a pas dans le stroma. Donc pareil, il y a un gradient de concentration, ça va aller vers le stroma. Et puis ensuite, pareillement, vers le sang. Et puis le sang, lui, il y a un écoulement, donc la concentration diminue, et donc petit à petit, il va y avoir diminution de la concentration dans l'intestin grêle et passage dans le sang et dans l'organisme.
La quantité qui va passer au total, c'est ce qu'on va appeler la biodisponibilité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, on avait parlé de biodisponibilité. Donc, on avale, mettons, la 100. Et quelle est la quantité totale qui va se retrouver dans l'organisme? Ben, si c'est 90%, la biodisponibilité est de 90%, etc. Un médicament, une fois qu'on étudie la biodisponibilité, il faut qu'elle soit relativement élevée de façon à ce que ce soit intéressant. Si vous avez une biodisponibilité de 10-15%, votre médicament posera des problèmes, on va voir tout à l'heure pourquoi. Alors, donc, au total, il faut passer cette membrane-là pour aller dans les cellules, etc., etc. Ce n'est pas si simple que ça. Il faut qu'on regarde la structure de la membrane. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais exprimé que parmi les caractéristiques qu'on proposait pour le médicament, c'est qu'il fallait qu'il soit à la fois liposoluble et à la fois hydrosoluble. Eh bien, c'est parce que la membrane et toutes les membranes de toutes les cellules ont la même structure. C'est une structure bicouche avec une partie hydrophile. Donc, les médicaments hydrophiles peuvent se solubiliser là-dedans. Et ensuite, une partie lipophile, hydrophobe, ce qui fait qu'un médicament qui est que hydrophile, ben, il s'arrête là, il ne peut pas aller plus loin. S'il est lipophile, il va repasser là, et puis comme il est aussi hydrophile, il va repasser là, et donc il va se retrouver à l'intérieur de la cellule. Donc ici, vous avez au microscope électronique une membrane, vous voyez très bien les bicouches qui sont représentées ici. Ce qu'il y a, c'est que dans cette membrane cellulaire, comme vous le voyez, vous avez tout un tas de structures qui sont rajoutées, qui sont des canaux, qui vont permettre des passages soit passifs, soit actifs, c'est-à-dire que actifs, ils vont permettre de façon sélective de faire passer certaines structures cellulaires, certaines structures moléculaires, pardon. Et donc, c'est le point important, il va falloir traverser toutes ces cellules. Donc, une première fois, on l'avait vu ici, une deuxième fois ici, puis ensuite, ben, les vaisseaux sanguins, il y a des cellules aussi, etc. Donc, il y a tous ces passages cellulaires qui vont réguler la diffusion de l'organisme. L'organisme est absorbé, il passe dans le sang, et ensuite, ben, il faut qu'il se répartisse dans l'organisme, puisque si par exemple il a une action au niveau du rein, ben, il faut qu'il atteigne le rein, s'il a une action au niveau des poumons, il faut qu'il atteigne les poumons, au niveau des muscles, pareillement. Donc la répartition va se faire par le fait que le cœur va brasser en permanence le sang, et donc en moyenne, au repos, il va y avoir un débit par minute de l'ordre de 5 litres. Sachant que la quantité totale de sang d'un organisme de 70-80 kg, c'est de l'ordre de 5 litres. Mais par contre, s'il y a une activité physique, le débit peut être nettement plus élevé, 20 à 30 litres par minute. Mais au total, donc, diffusion par le sang dans l'ensemble de l'organisme et bien sûr, à nouveau, passage membranaire pour pénétrer au niveau des cellules des différents organes que le médicament doit atteindre. Et ce que l'on va dénommer, cette répartition, c'est le volume de distribution. Par exemple, si le médicament ne reste que dans le sang, qu'il n'arrive pas à diffuser plus loin, ben le volume de distribution sera de l'ordre de 5 litres puisque ça correspond au sang. S'il diffuse de façon égale dans tout l'organisme, le volume de distribution peut atteindre 70-80 litres. S'il diffuse spécifiquement dans certains organes ou dans certaines parties de l'organisme, le volume de distribution peut être différent. On peut parfaitement connaître quelles vont être les zones de répartition en ayant des molécules marquées et en suivant ces molécules marquées. Donc, à nouveau, passage transmembranaire, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, pour qu'il y ait des diffusions. Ce qu'il y a, c'est qu'au niveau des organes, les différents canaux ouverts non spécifiques et les canaux, les récepteurs spécifiques, ne sont pas tous les mêmes. Donc, il peut y avoir effectivement une diffusion sélective. Là, il faut qu'on réfléchisse à la façon dont le médicament va, à partir du tube digestif, aller dans l'ensemble de l'organisme. Comme je vous l'ai dit, il passe dans le sang, il est distribué. Oui, d'accord. Ce qu'il y a, c'est que tout le sang qui vient du tube digestif passe d'abord par le foie. Et donc, dans le foie,
vous avez ces enzymes que je vais représenter ici, qui sont les cytochromes P450. Il y en a plusieurs. Les cytochromes P450 sont des enzymes extrêmement particuliers. Alors que vous allez voir que pour l'ensemble des métabolismes, pour l'ensemble des réactions propres à notre organisme, tous les enzymes sont extrêmement spécifiques, c'est-à-dire qu'ils n'agissent que sur une molécule et pas sur d'autres. Ils ont une spécificité totale, ce qui va nous permettre justement d'avoir des médicaments ciblés qui vont pouvoir agir spécifiquement sur ces enzymes ou sur certaines structures et donc avoir une action très particulière. La différence avec ces cytochromes P450 qu'ils sont dans le foie, c'est que ces enzymes sont non spécifiques et ont pour but justement de métaboliser des molécules auxquelles notre organisme n'est pas habitué. Alors, ce qu'on appelle des xénobiotiques, c'est-à-dire des molécules qui ne sont pas propres à notre organisme, dont font partie, bien entendu, on va dire les polluants, les pesticides, les herbicides, je veux bien, mais aussi, bien entendu, les médicaments. Et donc, vous vous souvenez, dans les différentes caractéristiques des médicaments, eh bien, on va étudier le métabolisme de nos médicaments par ces cytochromes, sachant que comme ils passent obligatoirement par le foie, puisqu'ils ont été absorbés au niveau du tube digestif, dans notre cas particulier, ils vont être métabolisés et il y a ce qu'on appelle un effet de premier passage qui va diminuer la quantité de médicaments disponibles dans l'ensemble de l'organisme. Puis ensuite, comme le sang est recyclé en permanence, il repasse par le foie et à chaque passage, les médicaments vont être métabolisés à nouveau, mais en plus petite quantité. Toujours dans l'évolution de nos médicaments, eh bien, par la suite, ils vont être éliminés. Deux types d'élimination, élimination hépatique ou élimination rénale. Élimination hépatique, c'est surtout si le médicament lui-même ou le métabolite ou une forme de conjugaison, on va dire, fait qu'il est lipidique et va être éliminé par la bile et dans les fécès, soit le médicament lui-même est très bien liposoluble, ou il va donner des métabolites liposolubles, ou il est conjugué en forme hydrosoluble, et il va être éliminé au niveau du rein. Et c'est comme ça que donc, les médicaments vont être éliminés soit au niveau du foie, soit au niveau du rein. Alors pourquoi je vous ai présenté tout ça? C'est pour ça. C'est le bilan pharmacocinétique. Et donc, c'est ça qu'on va regarder maintenant. En fonction de ce que je vous ai raconté, on va regarder ce que donne le médicament. Et là, on est tout le temps au niveau du sang pour les dosages, parce que c'est de loin, effectivement, ceux qui sont les plus accessibles. Mais, bien entendu, on comprend ou on anticipe ou on présume de l'action dans l'organisme. Donc, au départ, le médicament est absorbé et puis, au fur et à mesure de l'absorption, il va augmenter dans le sang jusqu'à une concentration maximum. Et puis, le sang, comme on l'a exprimé tout à l'heure, il va y avoir un débit sanguin et petit à petit une diffusion vers l'ensemble de l'organisme ou du moins vers les organes vers lesquels il est préférentiellement. Et puis ensuite, au niveau de ces organes, petit à petit, du fait des gradations, des gradients de concentration, il va y avoir une élimination et donc c'est cette partie-là, élimination. Alors ça, c'est dans l'absolu, si je peux dire. Voyons maintenant si on prend notre médicament le matin à jeun avant le petit déjeuner. Il n'y a rien dans le tube digestif, l'absorption va très vite. On est actif, diffusion rapide et ensuite élimination. Si par contre on le fait à 15 heures en postprandial, juste après le déjeuner, le tube digestif est déjà plein, donc l'absorption va être plus lente et dans la diffusion, il y a une partie de l'absorption qui continue, donc la diffusion est plus lente, puis l'élimination. Le soir,
pareillement, après dîner, pareil, l'absorption plus lente, le sujet est au repos, et donc le débit sanguin est plus faible. Donc au total, en fonction de la façon dont on prend le médicament, de la période à laquelle on le prend, si on a une activité physique ou pas, si on mange ou pas, eh bien, les taux sanguins et les diffusions ne vont pas être les mêmes. Et on va regarder cette courbe-là maintenant. On comprend bien que certains médicaments, si l'absorption est à peu près toujours la même, la diffusion et l'élimination n'est pas obligatoirement la même en fonction du métabolisme. Et donc, on va parler du temps d'élimination en disant combien de temps faut-il, prenez cette courbe-là, combien de temps faut-il pour qu'en partant de ce niveau-là, il n'y ait plus qu'ensuite la moitié de la concentration qu'il y avait au départ. C'est ce qu'on appelle la demi-vie du produit. Eh bien, en fonction de la demi-vie du produit, on va prendre par exemple celui-là. Donc, vous voyez, il a une demi-vie de 24 heures et il va prendre toutes les 8 heures du médicament. Donc, la prise, élimination, reprise. Ah, mais effectivement, il n'est pas entièrement éliminé. Donc, reprise du médicament, ben, ça augmente encore plus, commence à s'éliminer ou à diffuser, reprise du médicament, etc. Et quand il arrive à la fin du premier jour, il est à un certain niveau et il en reprend encore. Et donc, vous voyez que pour qu'il y ait un équilibre, c'est-à-dire un taux sanguin qui soit dans un range à peu près stable, il a fallu attendre, pour ce médicament qui avait une demi-vie de 24 heures, 3 à 5 jours à peu près. Si on prend des doses supérieures, ben effectivement, c'est plus marqué, mais il faut à peu près le même temps pour que la stabilité des concentrations apparaisse. Donc, tous ces points-là sont à prendre en compte pour comprendre l'effet. L'autre point aussi qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, les taux sanguins, on voit bien, montent, descendent, etc. Et donc, on peut imaginer que quand il est à des pics sanguins, ben, il y a plus de chances qu'il y ait des effets secondaires qu'on ne désire pas. Il va y avoir un seuil d'efficacité qui a été testé en phase 2, et puis il y a un seuil au-dessus duquel il n'est plus efficace. Et donc, voilà tout l'ensemble du fonctionnement sur le plan pharmacocinétique. Tout ceci, bien entendu, est à prendre en compte, d'une part, pour le choix de la molécule, mais aussi, bien entendu, pour l'utilisateur, pour comprendre au mieux comment son médicament va agir sur lui. Alors maintenant, quelle cible? Depuis le début, en fait, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, nos cibles, ce sont les molécules elles-mêmes. Et donc, ça va être les membranes, les molécules membranaires, les récepteurs, les canaux membranaires, les voies métaboliques, les médiateurs, les hormones, les synapses, les structures intracellulaires et l'ADN. Et donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer quelques exemples. Les membranes, bon ben là maintenant, vous connaissez la structure d'une membrane. Eh bien, on peut avoir des substances qui peuvent perforer la membrane, insertion dans la membrane bactérienne, par exemple, du fait de polymyxine, formation de canaux membranaires non sélectifs qui vont laisser passer aussi bien le contenu externe que le contenu interne et qui vont détruire la cellule. On va avoir un antibiotique dans le cas particulier. La cible, récepteurs et canaux membranaires. En fonction de ce qu'on vient de dire, on a bien compris qu'il y avait différents types de canaux membranaires et on anticipe qu'il y a des récepteurs. Il y a tout un tas de récepteurs. Je vais en prendre un particulier, par exemple celui-là, le récepteur à l'insuline. Donc récepteur à l'insuline, bien entendu, la molécule qui va agir dessus, c'est l'insuline, qui va déclencher l'activité de ce récepteur. Et ensuite, du fait que ce récepteur a été activé, il va y avoir toute une cascade métabolique qui va entraîner l'ouverture du récepteur, enfin, du canal ou du récepteur pour le glucose, permettre la pénétration du glucose et à partir de là, métabolisme et apport de l'énergie. Alors venons ici, là, donc le récepteur est activé,
le récepteur, toute une voie métabolique fait qu'il va y avoir ouverture du canal qui va permettre le passage du glucose et puis ensuite toute l'activité réponse cellulaire, dans le cas particulier énergie, et en même temps, bien entendu, remise en état du récepteur pour qu'il soit de nouveau fonctionnel et qu'il puisse de nouveau être activé. Bon, celui-là, on l'a déjà vu. Donc, dans le cas particulier, le problème, c'est l'acide urique qui, jusqu'aux concentrations physiologiques, est soluble, pas de problème. À plus forte concentration, est insoluble, se dépose, en particulier au niveau des articulations. Donc, deux possibilités, soit bloquer le passage de la xanthine à l'acide urique en bloquant l'enzyme spécifique xanthine oxydase, et donc la xanthine, qui elle est soluble, sera éliminée dans l'urine. Deuxième type de possibilité, on va créer une enzyme spécifique, l'urate oxydase, qui va métaboliser l'acide urique en allantoïne, qui est soluble et excrétable. Cible sur les médiateurs. Lorsqu'une cellule est agressée, que ce soit par des germes, que ce soit par une agression physique, etc., il y a au niveau des phospholipides membranaires une phospholipase qui transforme en acide arachidonique qui entraîne des cytokines, là, des prostaglandines. Et ces prostaglandines, il y en a tout un tas qui vont entraîner donc ce qu'on appelle, c'est toutes les cytokines pro-inflammatoires, qui vont entraîner une vasodilatation, un appel de cellules, leucocytaires, favoriser la fièvre, entraîner une inflammation, etc., etc. Donc, là encore, le but va être de toucher, de bloquer ces phospholipases, par exemple, de façon à ce que les phospholipides membranaires ne donnent pas d'acide arachidonique. C'est ce qui se passe normalement avec les corticoïdes. Ou alors, création de substances qui vont bloquer le passage de l'acide arachidonique en prostaglandine, donc qui bloquent la prostaglandine synthétase, type l'aspirine, l'ibuprofène, etc. Donc les cibles médiateurs. Cible synapse. On sait que l'influx nerveux donc, passe d'une cellule nerveuse à une autre, cellule présynaptique en cellule postsynaptique. L'influx nerveux, lui, ne peut pas passer entre les cellules au niveau de la synapse. Et donc, le concept, c'est que, enfin, le concept physiologique, c'est que l'influx nerveux va entraîner la migration de vésicules qui contiennent le médiateur, qui vont être libérés dans la synapse, lequel médiateur va venir au niveau des récepteurs et va venir déclencher les récepteurs, donc déclencher le métabolisme et donc bien entendu l'ouverture des canaux sodium-potassium et redémarrage de l'influx nerveux. Alors bien sûr après il faut que le médiateur disparaisse, donc il va y avoir des enzymes qui vont le détruire, ou il va y avoir, j'oserais dire, une économie, des recaptages du médiateur par la partie présynaptique qui va reformer des vésicules pour se repréparer. Donc là, je vous ai mis une photo microscope électronique. Cette partie en haut à gauche, c'est la présynaptique, c'est la partie présynaptique avec toutes les vésicules qui contiennent le neuromédiateur, la fente synaptique. Alors évidemment, là, elle est faite plus grosse, mais voilà la fente synaptique. Et ici, les membranes avec les récepteurs du neurone postsynaptique. Donc la cible, là, va être les médiateurs, ou plus exactement, les récepteurs ou les enzymes qui détruisent le médiateur. La cible peut être les structures intracellulaires. Par exemple, quand on veut éviter les mitoses, type cancer, eh bien, on peut utiliser des molécules qui vont bloquer le désassemblage des fuseaux au niveau des fuseaux cellulaires qui permettent la migration des chromosomes et donc qui vont empêcher la mitose. Et puis aujourd'hui, bien entendu, avec les connaissances acquises au niveau de l'ADN, on a de nombreux modes d'action sur
la cible qu'est l'ADN elle-même. Donc, par exemple, des agents alkylants qui vont lier des brins d'ADN. Donc, à ce moment-là, il ne peut plus s'expandre et puis soit se permettre la division cellulaire, soit permettre la réplication ARN, soit des enzymes qui inhibent la réparation, soit des enzymes qui inhibent la topoisomérase. Alors la topoisomérase, c'est une enzyme qui a pour but de permettre le déroulement de l'ADN pour qu'il puisse se décaténériser et donc se reproduire. Il peut y avoir des intercalants qui se fixent à l'intérieur et qui l'empêchent. Voilà. Il peut y avoir donc des analogues des nucléotides, donc qui vont prendre la place des bases puriques et pyrimidiques et qui vont bien entendu empêcher la réplication. Donc voilà des cibles qu'on va avoir là aussi sur une molécule particulière qui est l'ADN. Donc à partir de tout ça, et bien ensuite, ça sera notre prochain rendez-vous où on va voir classe par classe exactement comment les choses agissent. Donc, merci. Je suis prêt pour les questions. Voilà, donc je vais les faire comme la dernière fois, les mettre en ligne, les partager. Je rappelle ce qu'on disait au début, si vous avez des questions à poser, vous les posez en bas, sachant qu'on ne les prendra pas toutes. Donc, celles qui arriveront un petit peu tard, désolé pour la frustration, ne seront pas traitées. Alors, je vais partager, comme la dernière fois, les questions que j'ai plus ou moins réussi à rassembler. Alors, comment on fait le partage? Voilà, partage. Tac. Ça devrait arriver. L'effet placebo, de véritables effets physiologiques ou bien l'effet supposé et ressenti artificiellement? Alors, de véritables effets physiologiques, c'est une des raisons pour lesquelles je vous ai montré qu'il y avait une action sur les médiateurs eux-mêmes, la sécrétion de l'adrénaline dans la peur, la sécrétion du dioxyde d'azote dans l'effet amoureux, mais il y en a tout un tas d'autres. Par exemple, la dépression, qui est psychologique, ça crée une maladie avec un effondrement de sécrétion de sérotonine et de noradrénaline. Donc, dans ce cas-là, c'est effectivement un effet physiologique. Mais il y a aussi un effet supposé, c'est ce que j'ai appelé dans l'interprétation partiale des choses, c'est-à-dire qu'on pense par exemple qu'on a un très bon antalgique, on a mal, mais oui, mais j'aurais encore plus mal si j'avais pas l'effet, si j'avais pas l'antalgique. Enfin, c'est comme ça. Les deux, c'est mélangé. Comment tirer le meilleur parti en médecine? C'est le contact avec le médecin. Éviter les nocebo. En France, les nocebo, comme je vous l'ai dit, il est majeur. L'éviter, par exemple, serait d'arrêter de dire de divulguer des informations négatives ou des faux effets secondaires sur des médicaments. D'accord. On retrouve des médicaments dans l'environnement, haute surface, exemple paracétamol, estrogène, antidépresseur, anticancéreux. On retrouve des médicaments dans l'environnement. Oui, enfin bon, oui, bien sûr. Et donc la question, c'est juste après, y a-t-il des études d'écotoxicité obligatoires sur un médicament quand on le met sur le marché? Est-ce que le fabricant doit se préoccuper de ce que ça devient dans l'environnement? Donc si tu peux en dire quelques mots. Oui, absolument. Alors c'est une très très bonne question. C'est un sujet d'actualité et alors on dénomme ça pollution médicamenteuse. Je vous donne quelques exemples. Vous prenez des antibiotiques, enfin quelqu'un prend des antibiotiques, ce sont des antibiotiques non dégradés et donc qui vont être éliminés par exemple soit dans l'urine, soit dans les matières fécales et donc qui vont se retrouver dans les eaux, je ne sais pas comment on les appelle. Les eaux usées. Les eaux usées, voilà, exactement. Et donc, alors c'est par exemple ça, ce cas particulier est très connu. L'exemple le plus massif, c'est en Chine, où on donne énormément d'antibiotiques dans les élevages de porcs. Ils se retrouvent donc dans les eaux usées, puis dans les fleuves, et donc ça entraîne une augmentation extrêmement importante de l'antibiorésistance.
dans les hôpitaux où il y a énormément de produits médicamenteux utilisés, antibiotiques, anticancéreux, etc., on les retrouve dans les eaux usées. Et donc, de plus en plus, on fait des dosages dans les eaux usées et on réfléchit à la façon de faire le nécessaire pour que justement, ils soient détruits avant d'être renvoyés dans la nature. Oui, absolument. Et est-ce que justement, je pense pour aller au bout de la question, est-ce qu'une étude d'écotoxicité pour une AMM d'un médicament peut conduire à la non-autorisation du médicament parce qu'on estime que c'est trop toxique pour l'environnement, ou est-ce qu'on renvoie ça au traitement des eaux usées? À ma connaissance, c'est une bonne remarque. À ma connaissance, il n'y a pas d'études d'écotoxicité. Les études dont je viens de vous parler, ce sont celles dont je suis au courant et qui actuellement sont des sujets d'actualité, en particulier dans toute la partie pharmaceutique, pollution. D'accord, donc on n'exige pas d'un fabricant de médicaments qu'il ait étudié la dégradation de sa molécule dans l'environnement. Je dois dire personnellement qu'il n'y a pas tellement d'années, c'est relativement récent, le fait que j'ai entendu qu'on fasse des dosages des eaux usées des hôpitaux, des eaux usées un peu plus générales en ville, etc. On n'est pas encore passé à l'écotoxicité. Mais il y en a une, par exemple, alors ce n'est pas vraiment une écotoxicité, mais c'est l'antibiorésistance à la suite d'usage d'antibiotiques. Et peut-être aussi sur certains perturbateurs endocriniens, comme on en parle beaucoup, le fait que ça soit relâché dans la nature pourrait être un souci aussi. Ouais, les anticancéreux, il ne faut pas oublier que, alors ça dépend du type d'anticancéreux, mais par exemple, on va le voir la prochaine fois, un certain nombre d'anticancéreux sont à visée ADN, et donc ils sont eux-mêmes cancérigènes, et donc quand ils sont libérés dans la nature, il y a des risques, oui c'est sûr. Mais non, des études d'écotoxicité, en tout cas à ma connaissance, j'en ai pas connaissance. La diffusion des matières actives est-elle identique dans les différents organes? Alors, ça dépend. Mais c'est en fonction de la façon dont la substance va traverser les membranes. Si c'est une traversée de membrane passive, c'est-à-dire au niveau de la membrane elle-même, sans passer par des récepteurs ou des canaux spécifiques, elle passe partout. Si par contre elle passe dans certaines cellules, enfin dans certaines cellules de certains organes, de façon privilégiée du fait de canaux spécifiques, il va y avoir une concentration plus importante dans ces organes-là. Oui. Est-il possible de faire en sorte que le médicament ingéré aille préférentiellement sur l'organe quand on peut le voir? C'est un peu la même question. Oui. Alors, sur l'organe visé, si on prend des anticorps, par exemple, on va avoir un ciblage au niveau de la bactérie ou du virus. Mais pour favoriser un organe ciblé. Alors, on peut y répondre d'une autre façon. Quand on a une molécule qui va être spécifique d'un récepteur, il est évident qu'il va aller spécifiquement vers ce récepteur et donc ça va être ciblé. Il ne va pas interagir sur, même s'il se répartit dans l'organisme, il ne va pas interagir sur les autres organes dans la mesure où ces autres organes n'ont pas de récepteur spécifique de cette molécule. De même au niveau du métabolisme, à partir du moment où on a une molécule qui est très spécifique d'une enzyme ou d'une autre molécule, même s'il est réparti dans l'organisme, il ne va pas aller au niveau où il ne va pas interagir avec ces autres molécules ou ces autres enzymes. Oui, je vais passer à la question d'après. Je donnerai la parole très rapidement à Michel Bossier tout à l'heure, qui connaît l'aspect vétérinaire. Il y reviendra sur la question précédente des études d'écotoxicité pour les médicaments vétérinaires. Donc, Michel, je te donnerai la parole un peu après, je te laisse te préparer, et on va prendre la question suivante. Ok, parfait. Toxicité rénale, jusqu'à quel point le foie et les reins peuvent éliminer sans problème, ils ne sont pas sensibles à tous ces résidus. Et la question d'après, quels dégâts et comment en fait?
Ben, si, ça peut, mais ça fait partie des études de phase pré-AMM que de voir justement s'il y a des actions négatives au niveau du foie ou au niveau du rein. Oui, bien sûr. Michel, je t'ai donné la parole. Si tu actives ton micro, tu peux dire 2 mots rapidement sur les médicaments vétérinaires. Ça y est, tu as la parole. Oui, merci Jean-Paul, merci, bonsoir à tous. Oui, effectivement, je ne sais pas depuis combien de temps exactement, je dirais au moins depuis 1 à 2 décennies, les exigences européennes sont effectivement telles que le fabricant doit, dans son AMM, envisager les répercussions de la molécule sur l'environnement. J'ai un exemple très précis à l'esprit, hein, et ça remonte déjà à ma connaissance au moins il y a 15 ans, peut-être 20 ans. Ça concerne les avermectines. On utilisait beaucoup une avermectine qui est l'ivermectine, essentiellement sous forme injectable, et l'un des fabricants avait pensé utiliser l'ivermectine sous forme d'un bolus. On administrait à l'animal avec une diffusion sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc, c'était d'ailleurs le médicament a été commercialisé. Hein. Il a été commercialisé et puis on s'est aperçu qu'il nuisait à l'activité des bousiers. C'est-à-dire que ce sont ces insectes qui contribuent sur les pâturages à l'élimination des bousses de vache. Et là, en fait, effectivement, ça n'avait pas empêché l'AMM, puisque c'est une découverte qui a été faite par la pharmacovigilance en post-AMM. Le fabricant a retiré finalement l'utilisation du médicament. Voilà, c'est un exemple qui me vient à l'esprit. Je te remercie. On passe à la question suivante. Alors, c'est une des questions que je me suis posée. Et alors, je pense que la structure le carnassier par rapport au phytophage, il y a un ballast beaucoup plus important pour le phytophage. Et donc, pour l'humain, qui est omnivore, lorsqu'il mange de l'animal, il a une concentration cellulaire plus importante que dans le végétal, où il y a beaucoup plus d'amidon, d'hydrocellulose, de cellulose, etc., etc. Et au total, une quantité, entre autres, de calories à gérer moindre. Je pense que c'est ça. Il y a d'autres questions que je n'ai pas encore apportées. Il y a celle-là, je ne sais pas si vous la voyez. Lévothyrox, marche thérapeutique étroite. Oui, absolument. C'est difficile d'établir la posologie appropriée pour chaque personne. Donc, marche thérapeutique étroite. Mais lévothyrox, je trouve, c'est une très bonne remarque, lévothyrox, parce que c'est l'effet nocebo dans toute sa splendeur. Je ne me souviens plus du nom de la personne, l'artiste, qui a dit moi, ça me fait ceci, ça me fait cela, etc. Et ça a fait un buzz terrible. Et à partir de ce moment-là, énormément de gens ont eu les mêmes symptômes que cet artiste, alors que pendant plusieurs mois avant qu'elle en parle, il ne s'était rien passé de spécial. Alors là, le lévothyrox, c'est peut-être pas le moment d'en parler, mais tout ce qu'on a fait sur la pharmacocinétique s'applique parfaitement au lévothyrox, et c'est une des raisons pour lesquelles il y avait une adaptation posologique importante de la nouvelle présentation que devait respecter le médecin et le malade. La prise des médicaments est souvent orchestrée en fonction du repas, soit avant, soit pendant cela. Comment cela explique-t-il? S'explique-t-il en lien? Oui, alors, d'une part, en fonction de ce que j'ai dit, oui, bien entendu. Alors, il faut que je rajoute d'autres informations. C'est que, donc, comme vous l'avez vu, si c'est un passage membranaire passif, si je peux dire, c'est fonction du gradient de concentration. Bon, parfait, c'est ça. Si c'est des passages spécifiques par des canaux spécifiques, éventuellement, il y a compétition. Je donne un exemple. Si vous prenez en même temps
enfin bon, on peut le présenter comme ça, du calcium et du magnésium. Il passe par le même canal spécifique qui permet de l'absorber. S'il y a beaucoup plus de calcium, ben, il passe avant le magnésium et donc vous absorbez moins le magnésium. Et donc, il y a ce point-là. Attendez, il y avait autre chose. Oui, oui. Alors, il y a un autre point aussi important. C'est pour certains médicaments, bon, j'ai à l'esprit certains antibiotiques, si on les prend à jeun, notre organisme réagit un peu violemment, si je peux dire, et on a des nausées. Donc, si par contre, ils sont dilués dans de l'alimentation, il n'y a pas ces nausées. D'autre part, le fait de le prendre au moment de l'alimentation, vous avez très bien vu dans la courbe, on diminue le Cmax, la concentration maximum, le pic. Donc là encore, on diminue, enfin, bon, c'est comme ça. D'autre part, si vous avez un médicament qui a une durée de vie de, je vais dire 4 heures, 6 heures, ben, on a intérêt à en prendre plusieurs fois par jour. S'il a une demi-vie de 24 heures, 48 heures, certains vont même avoir des demi-vies de 3 jours, dans ce cas-là, il va y avoir une autre type de posologie. Tout ça est à prendre en compte et à tester au moment du développement. Alors, attendez, je vais agrandir. Voilà. Absolument. Alors, les nanomédicaments, juste pour me faire plaisir, si je peux dire, le président 2020 de l'Académie de pharmacie est Monsieur Nanomédicaments, hein, donc c'est lui qui a mis au point ces nanomédicaments. Alors, quel est le concept ? Le concept, c'est que, bien entendu, alors c'est un sujet dont je n'ai pas évoqué, mais bien entendu, pour que on le comprend très bien, pour que les molécules passent les membranes, il faut qu'ils aient une certaine taille. Et plus ils sont petits, mieux ils passent. Donc, les nanomédicaments, en fait, ce sont des encapsulations dans des structures lipidiques, en particulier du squalène, du médicament lui-même, des molécules du médicament. Donc, on arrive à une taille de présentation, non pas de type particulaire, mais de type quasi moléculaire. Donc, il y a une diffusion beaucoup plus facile. Donc, c'est tout l'intérêt des nanomédicaments. Alors, pareil, je vais l'agrandir une seconde. On va relire la question, enfin, on va relire la question quand même pour que tout le monde la voie. Alors, pourquoi déconseille-t-on la prise d'alcool avec des médicaments? Quel est l'effet de l'éthanol sur le métabolisme du médicament? Bon, ça dépend du médicament. Si c'est, prenons un médicament qui a une action sédative, l'alcool peut potentialiser. Sur le plan métabolisme lui-même, je dois dire que je ne sais pas trop. Peut-être qu'une partie de la réponse, c'est que quand je vous ai parlé, vous vous souvenez, des cytochromes, là, donc, qui agissent sur les xénobiotes, ces cytochromes ont une particularité, donc comme je l'ai exprimé, ils sont extrêmement polyvalents, mais en plus, ils peuvent être soit inhibés, c'est-à-dire qu'ils sont bloqués, ils n'agissent pas, ou au contraire, ils peuvent être activés, ils peuvent être augmentés dans leur disponibilité, ils peuvent être induits, c'est-à-dire qu'il y en a une synthèse plus importante et ils augmentent leur activité. Est-ce que l'alcool joue là-dessus? Je ne peux pas vous dire. La plupart du temps, c'est des interactions sur le plan sédation. Ou alors, d'autre part, effectivement, sur le plan dilution et absorption. Je sais, je n'ai pas d'autre réponse. Pourquoi déconseille-t-on là? Bon, oui, d'accord. Par qui est gérée la pharmacovigilance? Donc, dire un mot sur voilà, la pharmacovigilance. Ah ben c'est bien parce que vous les avez tous cités. Donc, les laboratoires se doivent de faire un rapport annuel de toutes les informations qu'ils ont eues directement, mais aussi de tout ce qui a pu être publié dans la littérature. Donc, ils font un rapport qui remettent. Alors, vous dites les États, mais c'est bien sûr, c'est les agences du médicament. Donc, les agences du médicament reçoivent ces documents. D'autre part, alors,
pour la plupart des pays, on va dire développés, mais pour un certain nombre d'autres pays, il y a au niveau des centres hospitaliers universitaires des centres spécialisés de pharmacovigilance pour recevoir les informations des états d'effets secondaires. Et donc, ces informations-là vont s'ajouter aux informations reçues par les laboratoires et remises aux agences. Et bien entendu, ces centres de pharmacovigilance, je ne sais pas combien il y en a en France, je dirais une dizaine, une vingtaine, vont bien entendu prévenir la NSM, etc. L'OMS, elle se tient au courant. Ça, je sais moins bien exactement quel est le rôle de l'OMS, mais bien entendu, il est au courant de tout ça. Oui. Alors, la vitamine D, bon, comme vous le savez, je pense que c'est une dose, alors quotidienne, on peut faire quotidienne, c'est très bien. Disons que des doses périodiques, pour plusieurs raisons. Quotidienne, ce n'est pas obligatoire. Périodique, pourquoi? La vitamine D est une vitamine liposoluble, donc elle peut être stockée et rediffusée progressivement. Une dose trop élevée, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un hyperdosage de vitamine D, un excès de vitamine D, et dans ce cas-là, ça peut entraîner des calcifications rénales. Donc, faire une dose très élevée annuelle en se disant je suis tranquille, me semble pas une bonne idée, même si on reste à des doses qui, je l'espère, sont en dessous de l'hyperdosage. Des doses quotidiennes, ce n'est pas indispensable puisqu'il y a une possibilité de stockage. Donc actuellement, ce qui est proposé, c'est 3 ou 4 fois par an, c'est bien. Pas oublier que la vitamine D, une des raisons entre autres pour lesquelles on se doit d'en prendre, c'est parce qu'elle est synthétisée à partir du cholestérol au niveau de la peau lorsque notre peau est soumise aux ultraviolets. Et donc, plus on se protège des ultraviolets, plus on a besoin de vitamine D. Merci. Alors, pour les questions-réponses posées à travers le petit interface questions-réponses, c'est tout ce que j'ai. J'avais une question, mais qui n'était pas sur l'exposé directement, c'était de savoir si on allait aborder les vaccins. Donc là, je redis ce qu'on s'est dit au tout début, c'est que les vaccins donneront lieu à d'autres conférences par la suite, soit en lien, on va avoir le 9 février une conférence autour de la Covid-19 et de l'épidémie en cours. On abordera aussi la question des vaccins et on aura probablement plus tard, au mois de mars ou d'avril, une conférence sur les vaccins en eux-mêmes. Donc, ce n'est pas spécifiquement abordé. Alors, je regarde, il nous reste 2-3 minutes avant de conclure. Je prends la question qui est là. Alors, je la vois, mais attendez, je vais la copier. Jean-Paul, ce que je peux faire, c'est d'ajouter aux classes thérapeutiques que j'ai mis la dernière fois les vaccins. Et si on a le temps, je les passerai. Parce que je crois que j'ai 3 ou 4 diapositives. Hein. D'accord. Bon, on verra donc. Si on n'a pas le temps, ce sera une autre fois. Mais si on a le temps, oui, je veux bien, avec plaisir. Là, on ne va pas avoir le temps aujourd'hui, mais peut-être la prochaine fois. Parce que là, il reste. Mais je pense que c'est bien de prendre le temps sur les vaccins. Alors, j'ai une dernière question qui est posée. Je ne l'ai pas lue, hein, j'ai fait copier-coller. La goutte est-elle une maladie héréditaire? Alors, bon, très certainement, il doit y avoir des cas d'hyperuricémie génétique. Ça, c'est très probable. Mais la grande majorité des hyperuricémies avec manifestation, donc goutte, c'est dû à une hyperconsommation de cellules animales. Et actuellement, la thérapeutique actuelle à l'opurinol est tellement efficace que je ne suis pas sûr qu'on essaye d'aller vers une thérapie génique. Mais je ne suis peut-être pas au courant. Mais l'allopurinol, lorsqu'il a été découvert, ça a été une des premières molécules bloqueurs d'enzymes, a été une révolution, je l'ai vécu, je me souviens, c'était dans les années 70-80, a été une révolution du traitement. On va prendre, j'ai une dernière question, donc on clôt les questions, mais je vais l'afficher la dernière. Après, on fera un petit sondage et je donnerai la parole à François-Marie pour la conclusion. Alors, dernière question, pareil, je la copie.
Si l'on prend des médicaments qui ont... Alors, attends, je vais l'agrandir pour que tout le monde voit bien. Si on prend les médicaments qui ont une variante instantanée, quel est l'intérêt d'avoir à la fois la version normale? On peut toujours avoir un médicament qui agisse le plus rapidement possible. Bon, si c'est un antalgique, par exemple, c'est l'ibuprofène, hein, qui est présenté sous forme action instantanée. Alors, ceci étant, si vous regardez bien les résultats, l'ibuprofène, le temps qu'il soit absorbé, qu'il diffuse, etc., il a une action, en gros, j'oserais dire au mieux en 20 minutes. Hein. Alors, peut-être avec un effet placebo, il peut peut-être être plus court, mais mais je comprends très bien l'intérêt d'une version à action rapide, en particulier dans l'antalgie. Dans d'autres pathologies, par exemple pour la dépression, une version instantanée n'a pas d'intérêt, puisque même en prenant le produit tous les jours, j'oserais dire n'importe quand, l'activité clinique n'apparaît, je n'ai pas dit totale, hein, mais n'apparaît qu'au bout de 3 semaines environ. Donc là, instantané, ça ne sert à rien. Je pense que c'est assez variable. Des antibiotiques, peut-être, je ne sais pas. Mais faire un médicament à action instantanée, je me souviens des travaux qui étaient faits pour l'ibuprofène, entre autres, c'est assez difficile parce qu'on est dépendant du passage digestif, etc. Sinon, il faut faire une injection. Pour un antibiotique, par exemple, quand on décide d'avoir une action rapide et brutale, faut le faire en injectable. Hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS Sciences et Pseudosciences en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone AFIS Sciences. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, à bientôt.